Bonsoir, nous sommes lundi 4 juillet. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal où nous revenons comme chaque jour sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Michel Rocard, homme emblématique de la classe politique française, est décédé samedi à l'âge de 85 ans. Celui qui incarnait la gauche social-démocrate a également été une figure du paysage politique yvelinois. Maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994, sa disparition a suscité de nombreuses réactions sur notre territoire. Nous y reviendrons très largement en ce début de journal. Et retour sur la 100e édition de l'Open de golf à Saint-Quentin en Yvelines avec la victoire sur le par du Thaïlandais Chongai JD et celle de Rory McIlroy dans le cœur des supporters. Un avant-goût de la Ryder Cup de 2018 saluée par le secrétaire d'État au sport Thierry Braillard. Et enfin, comme chaque année depuis 10 ans, le 3 juillet, l'antenne locale d'Amnesty International à Saint-Quentin en Yvelines organisait sa balade en liberté. Cette année, la parole était donnée aux réfugiés et aux migrants venus témoigner de leur parcours, une problématique toujours d'actualité. Et nous ouvrons à cette édition avec les hommages rendus à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, maire emblématique de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994 et mort samedi 2 juillet à l'âge de 85 ans des suites d'une maladie. Député des Yvelines dès 1969, sénateur de 1995 à 1997, il incarnait cette deuxième gauche social-démocrate. Ministre d'État dans les gouvernements Mauroy et Fabius, Michel Rocard entre à Matignon le 10 mai 1988 au début du second septennat de François Mitterrand. Il y restera 3 ans à Conflans-Sainte-Honorine, ville où il a exercé les fonctions de maire pendant 17 ans. Un grand nombre d'hommages lui ont été rendus devant la section socialiste. Ils sont nombreux à avoir déposé des roses, comme vous le voyez. Les habitants aussi ont été très touchés et émus par cette disparition. Je vous propose de les écouter. Quelqu'un de simple et de direct, voilà, en qui on a confiance. J'aimerais bien que le monde politique lui ressemble un peu plus en ce moment. Et voilà, ça m'attriste, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était un homme très, très bien, c'était bien géré la ville de Conflans, hein, c'est du naturel, hein. Je ne suis pas socialiste, mais je trouve c'était quelqu'un de très bien. Franchement, vraiment, il a fait beaucoup de choses, et notamment le RMI, qui a aidé beaucoup de gens. Et en même temps, pour les fonctionnaires, il a été aussi très, très, très bien. Je crois qu'il était au-dessus de la politique et qui vraiment... je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de lui principalement, en fait. Et l'actuel maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, Les Républicains, s'est également exprimé suite à cette disparition. Il était ce matin au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Il a laissé une trace particulière en matière de culture. Il a créé la médiathèque, il a créé également le théâtre Simone Signoret, il a modernisé le conservatoire de musique. On se rend compte à travers les hommages qui sont rendus ces derniers jours et ces dernières heures encore que finalement ces hommages sont issus de toutes les sensibilités politiques. Alors il a d'une certaine façon dépassé les clivages ces dernières années, mais il faut quand même se rappeler que dans les années 80, ça n'en demerait pas moins un socialiste bien assumé. Et enfin, la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine organise un rassemblement en hommage à son ancien premier magistrat. Ce sera ce soir, lundi 4 juillet, à 20h devant l'hôtel de ville. La classe politique française s'était également très largement exprimée suite à cette disparition et a salué l'homme politique, son engagement, mais aussi sa carrière. Pierre Bédier, président du conseil départemental, a salué la mémoire d'un grand serviteur de la France, mais aussi l'un des Français les plus humbles. Dans un communiqué de presse à Saint-Quentin, en Yvelines, les élus ont également réagi et se sont souvenus de lui. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Il avait un parler franc, un parler vrai. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me manque aujourd'hui. C'est important de savoir dire les choses et de prendre des décisions et surtout de savoir s'engager malgré ce que l'on peut attendre en retour. Il avait été maire et ensuite il a été député, il a été ministre, premier ministre, sénateur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu un parcours politique d'une expérience incroyable et qui véritablement, je crois, travaillait pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt général. Dans les Yvelines, une grande partie des militants ont été rocardiens, soit de manière directe, soit indirecte. C'est une fédération qui était évidemment rocardienne, qui s'est construite autour aussi de ce personnage tout à fait particulier politiquement, qui était Michel Rocard. Et donc, oui, vous interrogez n'importe quel militant, il aura toujours des anecdotes à vous raconter sur les campagnes qu'il a menées avec Michel ou sur des parcours qu'ils ont eus en commun.
Donc c'est une personnalité absolument marquante pour nous. C'est une grande tristesse parce que pour moi, c'était un ami et un patron. J'ai commencé mon apprentissage politique avec lui au PSU. C'est un homme d'une telle intelligence, d'une telle réflexion. J'aimais beaucoup son esprit créatif et enthousiaste en même temps, ce qui manque beaucoup, il me semble, aux nouvelles générations en politique. C'est plutôt un homme simple, sincère, constructif. C'était pas du tout un démolisseur comme on a le marxiste il faut détruire l'entreprise, le chef d'entreprise, le droit du travail, ça doit étouffer l'entreprise, ça doit le mettre en danger en permanence. Bon. Michel Rocard est le premier homme d'État socialiste qui a osé poser cette question. Il s'est même fâché avec François Mitterrand, souvenez-vous. Parce qu'il ne voulait pas, il voulait justement que le Parti socialiste garde cet axe, comme tous les partis socialistes, bien sûr, européens, de couper avec cette vision très archaïque de l'économie. Autre réaction, écoutons à présent Benoît Hamon. Il parlait de Michel Rocard sur notre antenne. C'était l'an dernier, lors de l'émission à Café Politique. Michel Rocard, influent lors des premières années en politique de l'ancien ministre. Michel Rocard, un homme qui a été influent pour vous. Vous avez été président fondateur du mouvement des jeunes socialistes, et c'est Michel Rocard qui a donné un petit peu la dépendance, l'autonomie à cette formation. C'est surprenant, Michel Rocard, c'est plutôt libéral. C'est pas la gauche de la gauche. Non, mais ça évolue par la suite. Non, mais c'est pas ça. C'est Rocard, c'est plus. On le classe, grossièrement quand on dit le PS. Il y avait Mitterrand à la gauche, on aurait dit et Rocard à la droite. La réalité, c'est que quand vous regardez et quand on prend le temps de lire Michel Rocard, on voit que par exemple dans la critique qu'il a de la financiarisation de l'économie, d'un développement d'une forme de capitalisme dévoyé, etc., qui se désintéresse finalement de l'outil industriel pour se préoccuper que de la rentabilité de l'action et du capital. Il a eu un discours très fort et des propositions qui ont été très importantes. Et quand on voit la place qu'il a accordée, lui, à la question, par exemple, climatique, il est un des premiers socialistes à s'être emparé de cette question, là où, honnêtement, on a été, nous, à gauche, très en retard de ce qu'étaient les prises de conscience dans la société civile ou du côté d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, de l'importance aujourd'hui du climat et de l'environnement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs? C'est parce que quand l'environnement se dégrade, ça touche qui en premier? Les catégories les plus vulnérables et les plus modestes. Et c'est pour ça que l'enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu social. Et bien sûr, ces questions-là, Rocard, oui, ça reste une référence, mais pour la gauche, même pour ceux qui ont pu être ses adversaires politiques, oui, bien sûr. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, pour être très honnête. Je l'ai recroisé l'année dernière. Mais ça reste une référence intellectuelle que je respecte et avec laquelle je conserve des points d'accord, évidemment. Et refermons à cette page hommage avec un dernier extrait. En février 2011, Michel Rocard était l'invité de Patrice Carmouze. Un échange dans le cadre de la sortie, notamment de son ouvrage « Si ça vous amuse », l'histoire de son parcours, de ses combats et de ses engagements. Écoutez l'ancien Premier ministre parler de la social-démocratie, le courant qu'il incarnait. La France n'a jamais connu la social-démocratie et du coup, elle ne connaît pas le dialogue social. Et elle ne connaît pas l'équilibre. La France vit avec des pulsions brutales. Le Front populaire, la libération. Mai 58, on change à propos de l'Algérie de constitution. Mai 68, la France entière en grève générale pour demander une autre inflexion du pouvoir qui n'entend rien politiquement, mais qui entend beaucoup culturellement et sociologiquement. Nous ne sommes pas en social-démocratie et c'est dommage parce que c'est une manière de s'adapter les uns aux autres, de s'écouter mieux, sans brutalité, avec plus de progressivité. Tout autre sujet à présent, nous allons parler sécurité. Dans le département, vendredi dernier, à la mairie de Versailles, les forces de sécurité de l'État et les services de police municipale ont signé une convention de coordination, une signature entre le préfet Serge Morvan et le maire François de Mazières qui permettra de préciser la nature et les lieux d'intervention des agents municipaux en déterminant les modalités de coordination avec la police nationale et la gendarmerie. Cette convention permettra également aux agents le port d'une arme après avoir suivi une formation, une décision qui a été prise suite aux attentats survenus en France durant l'année 2015. Écoutez. Cette annonce permet effectivement l'armement des policiers municipaux, mais elle date de quelques mois déjà. Mais par contre, c'est d'abord aussi la volonté de la municipalité, de la commune,
de signer une convention avec nous. C'est aussi, nous, notre souhait pour que les actions de la police municipale et des forces de sécurité, police et gendarmerie sur Versailles, soient encore mieux coordonnées qu'aujourd'hui. Nous avons souhaité que notre police municipale soit armée. C'est une décision qui n'est pas facile, mais elle correspond aussi aux souhaits des policiers municipaux. Donc nous allons le faire dans des conditions les meilleures, avec un processus de formation progressif, et évidemment destiné à ceux qui le souhaitent. Il faut être volontaire dans ce type de démarche. Et puis, nous aurons ensuite le bénéfice des armes fournies par le ministère de l'Intérieur. Et cela s'est déroulé dimanche 3 juillet, une marche pour parler des réfugiés. L'antenne locale d'Amnesty International à Saint-Quentin en Yvelines organisait sa balade en liberté avec des témoignages de migrants et de réfugiés syriens, burundais ou encore guinéens. Un moyen d'échanger, d'aborder ce sujet autrement, également de continuer à parler de cette problématique. Nous y étions. Je n'ai pas la nostalgie d'un exil qui me libère d'une patrie qui pèse sur mon souffle. Colette lit en français ce poème intitulé « Ici, là-bas » d'Ala Mohamed. La réalisatrice et poétesse a fui la Syrie pour venir en France en 2012. Aujourd'hui, elle participe avec Diane et Alassane à cette balade des libertés, organisée et initiée par l'antenne locale d'Amnesty International à Saint-Quentin en Yvelines. On est né pour ça, pour communiquer, pour vivre ensemble, pour dialoguer, pour avoir la profondeur, c'est-à-dire l'autre, c'est notre miroir. Diane Akizimana, venue également témoigner, partage elle aussi son vécu. Journaliste au Burundi, elle est partie de son pays en 2014 pour ne plus y retourner, laissant sa famille derrière elle. Reporter à la radio, elle dénonçait la dictature. Elle risque la mort si elle retourne un jour dans son pays d'origine. Ça fait toujours du bien de partager ce qu'on a vécu, ce qu'on vit avec les autres. C'est le moi, hein. C'est beaucoup, quand on partage, c'est là aussi on arrive à être enrichi à un moment. Une initiative qui dure depuis déjà 10 ans et permet de relayer les campagnes et messages d'Amnesty International. On parle de cette question des réfugiés depuis déjà 2012, nous. Et puis, on sait que c'est un combat de longue haleine, qu'il faut faire prendre conscience aux gens que les réfugiés sont des gens comme nous, et puis faire prendre conscience à nos politiques qu'il faut qu'on accepte de les recevoir dans des bonnes conditions. Ce moment d'échange ouvert à tous sera reconduit l'année prochaine, le 2 juillet. Et ouvrons une page sport. À présent, l'Open de France a livré son verdict ce dimanche. Le Thaïlandais Chongai JD remporte l'édition du centenaire avec 4 coups d'avance sur la concurrence. Il devance l'Italien Francesco Molinari et le Nord-Irlandais numéro 4 mondial Rory McIlroy. Retour sur la compétition avec Michael Midoro. Une surprise pour cette 100e édition de l'Open de France. Thongchai Jedi, 46 ans, remporte le tournoi avec une carte de 68, soit 11 coups sous le par. Le sportif devance l'Italien Francesco Molinari de 4 coups. Le golfeur devient par la même occasion le premier Asiatique à remporter cette compétition depuis 1971. Je pense que ce week-end était vraiment spécial et c'était un grand week-end pour moi. C'est la plus grande victoire de ma vie et remporter cette coupe était vraiment fantastique. Croyez-moi, je suis vraiment ravi de ça, c'est absolument parfait. Parti à 2 coups de la tête, la superstar de cette Open de France, Rory McIlroy, n'a pas pu bousculer le Thaïlandais dans la dernière journée. Le 4e mondial signe une carte de 71 pour terminer 3e à 5 coups du leader. Ça a été difficile de mettre beaucoup de birdies, les conditions n'étaient pas excellentes pour le faire. Thongchai a joué de façon très impressionnante et je pense que je n'avais aucune chance de gagner. Mes derniers coups n'étaient pas trop mal et je pense que je suis dans la bonne direction. Du côté des Français, Julien Ken et Mathieu De Cotigny-Lafont terminé 16e ex aequo et Grégory Bourdiel lui finit 25e. Le chouchou du public français Victor Dubuisson termine en 66e et dernière position de l'Open de France avec une carte de plus 17, son plus mauvais score en 8 éditions au golf national.
Le gouvernement français s'implique pour la pratique du golf à 2 ans de la Ryder Cup organisée en France au golf national. Et à 1 mois des Jeux Olympiques de Rio, Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, était sur place ce dimanche 3 juillet à l'Open de France de golf. Il a signé avec Jean-Loup Charon, président de la Fédération française de golf, la convention d'objectifs qui liera pour les années à venir le ministère des Sports et la Fédération. Je vous propose de l'écouter. C'est la volonté de la fédération d'ouvrir ce sport au maximum de jeunes filles et de jeunes garçons pour que plus tard ils deviennent des vrais golfeurs. C'est un symbole fort et puis dans quelques jours, les Jeux Olympiques avec pour la première fois le golf comme sport olympique. Il y aura en 2018 la Ryder Cup qui sera en France, ici à Saint-Quentin, on l'espère sous un meilleur temps. Et puis 2024, la candidature de Paris, qui bien sûr intègre le golf de Saint-Quentin dans sa candidature avec un joyau pareil. C'est un atout supplémentaire pour le dossier. Et le ministère des Sports et la Fédération ont une convention d'objectifs à hauteur de 626 000 € et 13 cadres d'État sont mis à la disposition de la Fédération française de golf. Nous refermons à présent cette page sport avec un mot de cyclisme. Pour la première fois à Morpa avait lieu la journée Tous à vélo. Samedi 2 juillet, les amateurs de cyclisme avaient rendez-vous sur les routes et les bois de la ville pour partager leur passion. Une journée dédiée à la Petite Reine en partenariat avec les associations le cyclotourisme de Morpa et l'Agio VTT. Mélanie Poquet et Camille Lambert pour ce reportage. Oh, bravo! Les premiers pas à vélo, un moment toujours émouvant pour les parents. Samedi 2 juillet, à la fête du vélo de Morpa, Samuel fait découvrir les rudiments du cyclisme à son fils. On habite juste à côté, on a vu les différents stands, donc on a voulu lui faire essayer les petits vélos. C'est sympa, ça permet de découvrir les différentes assos de la ville. Parcours de draisienne pour les plus petits ou itinéraire en VTT pour les sportifs. Pour cette première édition de Tous à vélo, Morpa a souhaité créer un événement adapté à tous les niveaux, un moyen de sensibiliser le public à un loisir propre et populaire. On est parti en lien avec nos associations, le cyclotourisme de Morpa et la GeoVTT, pour organiser une journée à destination de la population où on pourrait sortir notre petite reine et l'utiliser pour parcourir notre belle ville. On va aussi l'utiliser pour aller faire des courses de proximité. Plutôt que de prendre la voiture, je crois que tout le monde a y gagné. Un village d'animation installé sur le parvis de l'hôtel de ville a rythmé cette journée. Une 50aine de partenaires étaient présents pour échanger avec les familles. Notre activité, ce n'est pas le Tour de France, ce ne sont pas les chronos. Notre activité, c'est le plaisir sur le 2 roues. Le plaisir pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les femmes, pour les enfants. On est aux portes de la vallée de Chevreuse, on est tout à côté du massif forestier de la forêt de Rambouillet. On est sur les routes de la Beauce avec ses beaux moulins. Donc on a plein de paysages à découvrir autour de Morpa. La journée s'est terminée sur la compétition Run and Bike qui a réuni 28 équipes. Plus de 500 personnes ont participé aux différentes animations. Et pour finir, nous parlons transport à présent. Avec nous en plateau Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains. Bonsoir à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre association regroupe des habitants des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Vous êtes une association d'usagers du Transilien Saint-Lazare, ligne L et U, et vous militez pour une amélioration rapide des conditions de transport, tant en temps de trajet qu'en fiabilité et en sécurité. Alors, vous avez fondé l'association Plus de Trains 2013 suite à un bilan catastrophique, c'est bien ça? Oui, on en avait assez en tant qu'usagers de perdre beaucoup de temps en attendant notre train le matin ou le soir en ne pouvant pas rentrer pour relayer notre nounou. Enfin, vraiment des conditions qui étaient difficiles et à un moment, à plusieurs, notamment avec l'aide des réseaux sociaux et puis en se rencontrant sur les quais, on s'est dit ça ne peut plus durer, donc on va se réunir, tous ensemble, on prend le train tous les jours, on est capable de voir ce qui ne va pas et on va aller voir nos élus, on va aller leur dire de nous aider à faire que la SNCF bouge et donc c'est comme ça qu'on a lancé le mouvement en 2013. Alors depuis 3 ans, votre combat a évolué. Maintenant, vous avez commencé donc à 2-3, maintenant vous êtes une vingtaine. Vous avez même gagné une victoire, on peut dire, en décembre 2015. En décembre 2015, oui, c'était l'aboutissement d'un long projet. En fait, en 2013, donc, quand on a construit l'association, on s'est vraiment battu pour que les choses changent. Ça a été difficile pour la SNCF de se dire que oui, cette ligne L, qui va à Versailles, qui va à Saint-Denis-la-Bretèche, fonctionnait vraiment mal et qu'il fallait la remettre sur pied. Et donc, en décembre 2013, après beaucoup de mobilisation, des opérations de carton rouge sur les quais, des élus qui sont venus nombreux prendre le train avec nous, ils nous ont dit, ok, on va essayer de changer les choses, parce que c'est vrai que ça marche très mal, c'est vrai que les gens sont tout le temps en retard, que les trains sont supprimés. Et on est rentré dans une phase
plus de construction, pilotée par eux, mais dans lequel on a vraiment essayé de les pousser et de travailler ensemble avec les élus locaux, avec le STIF, avec la SNCF, pour qu'en décembre 2015, l'ensemble des horaires, alors c'est un peu technique, mais l'ensemble des horaires de cette ligne ont bougé pour que ça fonctionne mieux. Et en fait, la SNCF se mettait une pression trop forte avec des horaires qui ne fonctionnaient plus vu le nombre de gens dans les trains. Et ça a quand même, sans corriger tous les problèmes, ça a aidé à réduire les difficultés au quotidien, et c'est déjà un premier grand pas. Donc du coup, des horaires décalés, mais est-ce qu'il y a eu plus de trains, justement, après ? Alors, globalement, pour chacune des gares, il y a plus de trains, ou un peu plus de trains. Il y en a qui en ont beaucoup plus, d'autres qui en ont à peu près autant. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en fait, la SNCF nous a dit qu'elle en faisait circuler trop sur un même créneau, donc en fait, elle en fait circuler moins. Donc le nom de notre association, Plus de trains, là-dessus, c'est loupé. En revanche, ils s'arrêtent un peu plus dans les gares, donc ils permettent un peu mieux de faire des relations entre banlieue et banlieue, notamment pour aller à la Défense, qui est vraiment un endroit où beaucoup de gens veulent aller. Et donc le pari là-dessus est gagné. Alors qu'est-ce qui explique, selon vous, et même avec la SNCF, vous avez dû en discuter, ces conditions de circulation très difficiles, notamment sur les Transiliens ? Écoutez, ça fait 30 ou 40 ans qu'on a l'impression que ces trains-là, ils ont été laissés comme ils étaient. Les trains des années 70, c'est toujours ceux-là qu'on a aujourd'hui. Alors évidemment, à force de ne pas s'être amélioré, de ne pas avoir modernisé la ligne pendant des années, de ne pas avoir regardé le fait que les besoins ont évolué. Il y a très longtemps, on voulait aller à Paris. Aujourd'hui, on veut toujours aller à Paris, c'est important, mais on veut aussi aller à la Défense, on veut aussi aller dans les nouveaux bureaux qui sont je ne sais où dans les Hauts-de-Seine ou à Saint-Quentin en Yvelines. La géographie de l'Île-de-France a beaucoup changé. Et ça, ils ne l'avaient pas fait. Donc on avait des trains vieux, on les a toujours pour quelques années. On a des rails qui sont très vieux. Et puis on avait ce qu'on appelle un plan de transport, la façon dont ça circulait, qui n'était plus organisée du tout. Les gares de banlieue étaient pleines de monde qui n'arrivait pas à monter. Et ça, c'est un peu un échec quand même. C'est que c'est resté beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, rattraper ce retard, ça prend du temps. Et donc nous, notre but, c'est de les pousser à aller vite, à faire le plus vite possible, parce qu'il faut bien voir que la souffrance du passager, quand elle est quotidienne, elle devient très pénible pour tous ceux qui doivent prendre ces trains. Alors vous avez justement tiré dernièrement un bilan, donc, duquel vous avez communiqué dessus. La situation, selon vous, s'est un petit peu améliorée quand même ? Alors, nous, on est quelquefois, on est assez critique envers la SNCF ou envers le STIF quand ils ne bougent pas. Donc, la contrepartie, c'est qu'on se dit, quand ils font des choses bien, il faut quand même qu'on le dise. Alors, ce n'est pas parfait, cette refonte horaire, mais il y a quand même des vraies améliorations. Et donc, effectivement, depuis décembre 2015, il y a moins de retard, il y a à peu près 2 fois moins de trains supprimés, 2 fois moins de retard. Et donc, on a voulu communiquer en disant que sur un certain nombre de points, c'était vraiment bien ce qui était fait. Ça ne nous empêche pas de leur dire, par exemple, de faire des petites améliorations. Je pense à un sujet qui est anecdotique au niveau de la ligne, mais pas tant que ça pour les collégiens et les lycéens. Il y avait peu de trains pour arriver à 8h à Versailles. Et là, la SNCF, on leur a dit ça ne va pas, parce que quand vous en supprimez un, les collégiens sont systématiquement en retard. Et donc, à partir du mois de septembre, pour la rentrée, ils vont rajouter un train qui va permettre aux lycéens et aux collégiens, et qui sont nombreux à venir de Saint-Cloud, de Chaville et à étudier à Versailles, d'avoir des améliorations. Et on tient à ce qu'il y ait ce suivi maintenant, on connaît la SNCF, ils nous connaissent, qu'on garde, et avec les élus, à avoir une relation proche pour continuer à essayer d'améliorer le plus possible les choses. Alors vous fonctionnez beaucoup en dialoguant avec la SNCF, vous faites aussi des opérations un petit peu à carton rouge et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, c'est votre manière de fonctionner ? Oui, alors nous, on a quelques principes. Il est important quand ça ne va pas de le dire et de le partager dans des médias comme le vôtre, auprès des élus. On demande à la SNCF d'être dans une démarche transparente, alors on se l'applique à nous aussi, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on dit aux médias, on dit aux élus, regardez les pointages, nous on a subi tant de retard, on a subi 30 retards sur le trimestre, etc. Et quand ça ne va pas, quand on n'est pas content, et ben oui, on fait des opérations carton rouge sur le quai des gares, on invite les élus à venir prendre le train avec nous. Quelquefois les élus qui ont beaucoup de boulot, ils ne sont pas là à 8h sur le quai avec nous, et c'est important qu'ils viennent, que tu viennes de la région, que c'est des élus, des maires d'une ville, prendre ce train, voir dans quelles conditions on est transporté. Quelquefois le train circule bien, ils voient qu'il y a du monde, mais ça va, et quelquefois ils se retrouvent avec nous dans une belle pétaudière, et là, généralement, ils s'en souviennent. Alors justement, les transports sont une problématique très importante qui touche justement les élus en Île-de-France. L'augmentation du pass Navigo, vous avez réagi comment ? C'est un sujet qui a suscité pas mal de polémiques. Quand Valérie Pécresse a dit qu'elle le montrait peut-être de 10 à 15 euros, on s'est dit, oula, là c'est quand même un peu gros. Là, l'annonce qui a été faite, c'est une augmentation de 3 euros, passer de 70 à 73 euros. C'est significatif. En revanche,
c'est vrai que nous, on se bat pour que les transports soient fiabilisés, qu'ils soient modernisés, et on dit qu'il y a eu beaucoup trop de retard. Donc on leur demande de remplacer nos vieux trains qui ont 40 ans. C'est vrai que ça coûte cher. Donc si la condition face à ces 3 €, c'est bien d'avoir des transports améliorés, à un moment, il faut être réaliste, il faut mieux en passer par là et avoir des trains qui roulent plutôt que de rester avec des passes Navigo moins chers, mais des trains qui ne marchent pas, parce que ça, c'est vraiment pénible. Comment on fait si on souhaite justement rejoindre votre association Plus de Trains et peut-être donner son avis sur la ligne? Alors, si vous prenez le train sur la ligne L, la U, sur le RER A aussi, parce que beaucoup d'usagers du RER A nous ont demandé de les aider, notamment à Poissy, à Maison-Lafitte, à Sartrouville, et on a élargi l'association. Vous nous contactez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur notre site web, et on sera ravis de pouvoir élargir le périmètre des référents par gare, qui sont vraiment nos sentinelles sur chacune des gares, pour voir ce qui se passe, pour travailler avec l'élu local en question et pousser la SNCF à améliorer les choses. Vous avez en quelques mots, parce qu'on va bientôt refermer le journal, une prochaine action prévue au mois de juillet? Et oui, donc justement, la prochaine étape, c'est de travailler sur l'amélioration de la ligne L vers Cergy, et le RER A vers Poissy et Cergy aussi. C'est très très difficile pour ces usagers-là. Et donc, on va aller sur les quais à la rencontre des passagers, on va leur demander de venir nous aider, de venir témoigner, pour que là aussi, on puisse pousser STIF et SNCF à améliorer les choses durablement. Merci beaucoup Arnaud Bertrand d'être venu sur notre plateau. Si vous souhaitez rejoindre justement l'association Plus de Trains, n'hésitez pas à aller sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à vous. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Il reviendra bien sûr sur l'Open de golf. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Au revoir.